Celle-ci, elle est en 2015 et 2020. Elle est traitée par paroxétine. Sommeil non récupérateur depuis de nombreuses années avec une fatigue le matin, quelle que soit sa quantité de sommeil. Quand elle dort bien, elle dort bien. Elle a parfois des petits épisodes de suffocation, parfois une gêne au niveau des membres inférieurs, peut-être en rapport avec un certain nombre d'invasions. Présente également des douleurs articulaires qui ont été bilancées au niveau rhumatologique. Epworth 15, fatigue 4, questionnaire anxio-dépressif un peu positif dans le domaine onction. Une tomographie qui nous dit un index d'apnée à 10. Alors, un très peu de gonflement, un index d'apnée à 10, un index de désaturation à 8, même cas que la première fois. On a une polygraphie qui est presque normale. Je lui fais une polysonographie et un bilan biologique quand même, on va passer à côté d'autres choses. Et là encore, pas grand-chose. Avec un index d'apnée à 10 et un index d'apnée à 10, et puis par contre 20 micro-éveils par heure sur le non respiratoire, ronflement très faible, et pas de mouvement type de jambes éveillant. Je renvoie en consultation Madame Fernanda. Elle a arrêté la paroxétine il y a un mois. Les scores sonologiques s'aggravent à 17, la fatigue est à 8 maintenant, le bec qui passe de 7 à 14, donc il devient pathologique. Tous les scores s'aggravent en arrêtant son traitement antidépresseur. Elle est triste, elle n'a pas de projet. Je n'ai pas d'anomalie biologique particulière. La polysonographie ne met pas en évidence de mon panique de jambes, mais c'est toujours à 10 par heure, mais il existe 20 micro-éveils sur les éléments respiratoires. En pratique, je vais proposer à votre patient traitement par PVC d'épreuve et nous verrons bien. Je refais le point avec elle et avec plaisir dans 6 semaines. Donc, ça c'est les rapports de ces femmes. Elle a une durée d'utilisation qui est un peu faiblarde à 2h49. Elle n'a pas beaucoup d'apnée, elle n'en a pas beaucoup plus au départ. Je la vois en consultation quand même au mois de traitement et elle me dit ouais, c'est pas terrible votre traitement. Ok, je redonne mes scores quand même. Et puis même si elle me dit que c'est pas terrible, l'Epworth s'est passé de 17 à 11 et la fatigue qui était très importante, les scorés de 8 dépassent à 3. Donc là, il y a une première notion, c'est que c'est vachement intéressant d'avoir des questionnaires quand même, et de les faire remplir aux gens, parce qu'ils peuvent vous dire bon, ça va faire mieux, machin, etc. Je suis désolé, ça, vous ne la faites pas assez votre machine, donc ça va aller encore mieux. Donc la valeur des scores et des données chiffrées. Les pressions sont un peu élevées pour la P95, et puis elle a de l'aérophagie, et ça ne lui plaît pas. Donc, je baisse un peu la pression, je le mets à 13, je demande à ce qu'on passe la fonction de confort de la machine, hein, c'est la fonction de l'expiration, la pression baisse, l'aérophagie c'est une des façons de plafonner la pression et on favorise l'expiration, ça peut aider, c'est un espèce d'air on est d'accord. Donc on fait ça, et puis en lui disant que ça va mieux objectivement sur les scores, on améliore un peu le confort, on est passé à 5h41 d'observance, donc on est très content. J'avais demandé au technicien de modifier la pression, il ne l'a pas fait, le niveau de PR, il ne l'a pas fait, il faut toujours surveiller ce qu'on demande aux gens, et j'avais en consultation. Elle utilise bien ses PPC, 5h30, notamment depuis le changement de masque, les rapports d'observance sont optimaux, il n'y a pas de fuite. Belle amélioration de l'Epworth qui passe de 18 à 2, et de la fatigue qui était à 8 et qui se chiffre à 2. Bénéfice certains ressentis, pour mémoire, avec 2 séances d'erreur de fréquence terminales par le Dr. Starr. Alors là aussi, c'est intéressant d'avoir quand même des partenariats avec les ORL, hein, pour essayer de baisser les pressions quand elles sont trop fortes, quand il y a un inconfort, quand il y a une hypertrophie terminale. Parfois, le fait de faire un peu d'erreur de fréquence, un peu de laser sur les coordonnées, ça peut améliorer considérablement la tolérance de la VSC. Elle n'a plus de traitement antidépresseur. Et je la vois dans un. Donc, dans la corde équilibratoire qui est faite par Gagnez-vous, un dépressif sur 2, apnée du sommeil, on le sert au antidépresseur. Un apnéique sur 2 qui a un traitement antidépresseur chronique, on réussit contre le PVC à arrêter son traitement antidépresseur. Là, je crois qu'on a eu deux cas. Et c'est 2-3 cas cliniques pour vous dire que, comme le rappelle le Stack Force réuni sur le SAS, il n'y a aucun lien entre l'index d'apnée et la somnolence ou la fatigue ressentie. Il n'y a pas de lien. Vous avez vu Madame Odile, elle avait 6 apnées par heure ou 8 apnées par heure, Fernanda en a 10. C'était des gens qui étaient épuisés.
et dépressif. Voilà. Pourquoi ils disent qu'il n'y a pas de bière? Au contraire, il y a rien. Vous pouvez avoir 45 ou 50 apnées par heure et ne pas être fatigué du tout. Vous pouvez avoir 7, 8, 9 apnées par heure et être épuisé. Je vous ai montré 2 tableaux cliniques là qui montrent ça. Même si la fatigue est dans les signes. Si la clinique est, alors, la clinique est fiable, c'est là où il faut avoir des questionnaires extrêmement standardisés sur la prise en charge de ces patients. Il faut voir s'ils sont dépressifs, il faut voir si jamais ils montent beaucoup, il faut voir si jamais ils suffoquent un peu, il faut voir, etc. Mais en gros, ni l'index de micro-éveil, ni l'index d'apnée-hypopnée, ce sont des éléments fiables à 100% pour dire ces personnes sont fatiguées à cause de la vie sommeil. Je vous ai montré 2 tableaux cliniques là, je ne vous mens pas, hein. Et puis, je ne suis pas le seul à le dire, le RS force lui aussi, ce qui me rassure dans mes propos. Il n'y a aucun lien entre l'index d'apnée-hypopnée et la somnolence ou la fatigue aussi. Ah, même la somnolence dire? Oui, bien sûr. Parler de la fatigue. Non, non. Pareil. Et je vous rappelle la définition de l'index d'un syndrome d'apnée du sommeil, hein, ça va dire de 5 par heure. Ça va dire de 5 par heure, et qu'on a des symptômes. C'est la définition d'un syndrome d'apnée du sommeil. S'il vous plaît, vous pensez qu'on ne peut pas faire une échographie 3 jours, 4 jours de suite pour mieux visualiser les... Alors, ça c'est très intéressant. Sur la... Il y a un papier, je crois que je vais vous en parler juste après. Il y a des variabilités hein, de polygraphie d'une nuit à l'autre. Et la sensibilité d'une nuit, si jamais le gold standard, il y a un papier qui est sorti, c'était au dernier CPLF, franchement j'en parle après, si jamais le gold standard est 14 jours d'enregistrement du sommeil, d'oxymétrie, sur 14 jours, le faire une nuit d'enregistrement du sommeil, la sensibilité n'est que de 70%. Donc vous avez 30% de chance de passer à côté. Ouais. Donc il faut Répéter. parfois refaire les examens quand c'est pas content. Oui. Donc, si j'ai bien compris, on ne va pas attendre qu'on a un IH supérieur à 30 pour appareiller un patient. On peut avoir un IH léger ou modéré avec devant un patient symptomatique. On peut tenter la PPC, c'est bien ça? C'est ce que j'ai essayé. Alors, soit vous avez la polysomnographie et vous avez quand même un index de micro-éveil un peu pathologique, autour d'une dizaine de par heure, et ça vous rassure un peu. Soit, si vous n'avez pas cet examen-là, si vous avez une clinique qui va bien avec, je pense que vous pouvez essayer un traitement par PPC. Et elles sont bien tolérées. Le crucimètre nocturne n'apporte pas grand-chose. Aucun. Alors, alors, la première fois, la crocodile, le premier micro-éveil, on avait trouvé 7 par heure, et la deuxième fois, on avait trouvé 12. Donc j'étais content de les ramener. Et en fait, c'est la patiente qui m'a demandé de me mettre au PPC. Moi, je crois qu'elle était dépressive et un peu chiante. Non. C'est elle qui m'a dit mettez-moi sur PPC, je sais que c'est ça. Mais c'est vrai que l'un des éléments, des arguments, c'est que quand la machine monte en pression, c'est qu'elle trouve des événements respiratoires. Alors ça aussi, c'est ça nous met à l'aise vis-à-vis du patient. Absolument, également. Blandine, elle se plaint de rien, c'est un pré-op de sleeve. Alors je ne sais pas si vous commencez à avoir des pré-op de sleeve. Elle se plaint de rien, elle a son IMC à 39, donc bon, on fait sa polygraphie. Je ne répète pas, elle a les ronflements au milieu des apnées, des hypopnées, la saturation. Ce n'est pas un tableau catastrophique. Et on trouve un index d'apnée à 21 par heure. En décubitus dorsal, on est à 20 par heure. En non dorsal, on est à 40. Elle ne se bouge pas. Elle ronfle 34% de la nuit. Un index de saturation à 22. Pré-op de sleeve. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Je vous demande, est-ce que vous l'avez été sous CPAP? Est-ce que vous l'avez été L'index de désaturation, il est à 22 par heure. Elle a une saturation à 98 et une moyenne de taux de 99. Ça ne sature pas. Et cliniquement, est-ce qu'il y a une somnolence la somnolence excessive? Il faut la laisser tranquille. Alors, pas tant chirurgien.
Alors, moi, je savais, jusqu'à il y a peu de temps, je ne savais pas très bien répondre à cette question, est-ce qu'il faut la laisser tranquille ou pas. Alors, j'ai demandé un avis d'expert, donc l'expert en question, c'est le professeur Meurice à Poitiers. Et quand est-ce qu'il faut appareiller finalement les gens avant une intervention chirurgicale un peu lourde, ce qui nous arrive de plus en plus souvent. Alors, je me permets juste de vous dire ce qui m'a répondu. Si jamais on a un index d'adipopnie supérieur à 30, on appareille. Si jamais on a un index d'adipopnie entre 15 et 30 et un index de désaturation supérieur à 20, ou une saturation minimale inférieure à 80,5%, ou une SPO2 inférieure à 90%, plus de 5% du temps, on réfère à un sonologue, et référer à un sonologue, ça veut dire qu'on les met sous le dessin. Un IH 15 à 30 et un IH en décubitus dorsal, ça aussi, alors les gens qui vont être opérés, ils vont être en décubitus dorsal. Donc si vous avez des index d'adipopnie en décubitus dorsal importants, donc supérieur à 20, on appareille. Un IH 15-30, une SPO2 inférieure à 90%, plus de 5% du temps, bah, c'est ce qu'il nous a dit là, on fait gaz du sang et on appareille. Et pas de consensus si on a un index entre 5 et 10 et un index d'adipopnie supérieur à dorsal supérieur à 20, pas de consensus, on surveille. Bon, moi je vous dis ce qui est dit là, donc c'est pas obligatoirement les mêmes indications que l'index d'adipopnie supérieur à 30, patata. Donc sur l'index de désaturation, sur le temps de saturation passé en dessous de 90%, sur le nadir de la désaturation, sur un index d'adipopnie plus léger autour de 20 par heure, on peut tout à fait mettre en place simplement par PPC en préopératoire pour des interventions chirurgicales lourdes. Mais ce n'est qu'un avis d'expert. Oui, peut-être ça peut vous guider. Oui. Est-ce qu'on raisonne de la même manière si la patiente est obèse, si on a des complications cardiaques ou des pathologies cardiaques associées, des complications associées? Alors, je crois qu'il faut raisonner de la même façon pour toute chirurgie qui va être un peu lourde. Pour toute chirurgie un peu lourde, que la patiente soit obèse, que le patient soit insuffisant cardiaque, etc. Je pense qu'il faut avoir à peu près les mêmes critères. Quel que soit le siège de la chirurgie? Pardon? Quel que soit le siège. Non, on va parler de chirurgie cardiaque, de chirurgie thoracique, de chirurgie abdominale lourde. On va parler de ces choses-là. Alors, sur une hanche, ça a moins de retentissement sur la mécanique ventilatoire. Bon, écoutez, voilà, comme je ne savais pas répondre à la question il y a un an, et que j'avais à peu près une petite idée, je voulais vous en faire part. Alors, il a 70 ans, il est professeur de philosophie, il est grand maître d'échecs, il n'a pas d'antécédents, et selon son épouse, il a des apnées. Et c'est la seule chose dont il se plaint. Il peut sans mal, pas de fatigue, questionnaire dépressif, négatif. Donc c'est madame qui dit vas-y. Et madame dit vas-y, et on trouve ça. Un index d'adipopnie à 30, un index de saturation à 26, 19% réduit passé en dessous de 90%. Je vous ai donné son IMC ou pas? Non, je n'ai pas donné son IMC. Alors, index d'adipopnie à 52, en décubitus non dorsal, il est à 8. On a un patient qui est non symptomatique, qui a quand même un index d'adipopnie sévère, SAOS positionnel, on lui propose un traitement positionnel. D'accord? Même si c'est un SAS sévère. Comment? Même si c'est un SAS sévère, il a les H30 avec des SAPOS, du moment où vous avez un index d'adipopnie à moins de 10 en décubitus non dorsal, c'est une alternative du traitement. Ça pourra marcher, quel que soit. Et alors ensuite, il n'est pas symptomatique, votre patient. Ah, d'accord. Ouais. Il n'a aucun symptôme. C'est sa femme qui raconte ça. C'est sa femme. Il veut faire plaisir à sa femme. Donc finalement, qu'est-ce que vous lui avez fait? J'ai mis un traitement positionnel. Et on va reparler dans le temps. Et avec le traitement positionnel, il ne passe pas du tout de temps sur le dos. Alors ça, c'est les bandeaux là-haut. Alors quand on est... bref, là-haut, il y a le traitement de position, il n'est plus du tout sur le dos. Il fait encore des hypopnées. Et on trouve quand même un index d'hypopnée qui est passé à 13 par heure. Et il continue à désaturer 22 par heure. Bon, traitement positionnel, on va en reparler après.
62 ans, ancien kiné, hypertension artérielle, hypothyroïdie, personnalité borderline, hétéroïdectomie. Traitement par. Alors, elle nous dit, ouais, j'ai une personnalité borderline. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Dépamine, levothyrox, Citacan, statine. C'est un bilan d'un glaucome à pression normale. Donc, syndrome du sommeil et glaucome font très mauvais ménage, et d'une façon générale, pour l'ensemble des glaucomes, et une des causes très fréquentes de glaucome à pression normale, c'est l'apnée du sommeil. Donc, les ophtalmos nous envoient de plus en plus souvent des patients pour enregistrement, il y a des glaucomes à pression normale. Mais en fait aussi, bon, il rentre par ce biais-là, mais en fait, il a quand même mal à la tête le matin, il a un hypersatisme, une fatigue qui commence à être prégnante, scorée à 5 sur l'échelle des analogiques, il a un bec à 18, il n'a pas un excellent moral, notre ancien kiné. Et on a ce ronflement qui est important, et on a un index de décontenue à 32 par heure, un ronflement qui représente 70% de la nuit, un index d'aberration à 27, mais pas si profond que ça. Et en décubitus dorsal, on est à 42, en non dorsal, on est à 18. Je le mets sous PVC, il la tolère mal, avec des soucis siniciens. Il a perdu 8 kg. Puis, ça c'est en novembre, puis il a perdu 15 kg. Donc, on contrôle sa polygraphie. Et on tombe sur un index d'adéquité à 17 par heure. Il était à 32 au départ. Il perd 15 kg, on passe de 32 à 17. Puis une autre chose qui est intéressante, c'est qu'il est passé de 21 par heure en décubitus dorsal à 2 par heure en décubitus non dorsal. Donc son facteur, sa bonne sommeil qui n'était pas positionnel, est devenu positionnel suite à la perte de poids. Je le mets sous traitement positionnel, disparition des céphalées, des cauchemars, de la fatigue et de la somnolence. Le glaucome n'évolue pas, et je le reverrai un peu plus tard, 6 mois plus tard, je lui refais une polygraphie, et il continue à dormir un peu sur le dos de temps en temps, quand vous voyez la grande barre rouge là-haut, il dort sur le dos. Et on est passé à un index d'adéquité à 13 par heure. Mais il commence à désaturer un peu, 87. Comment? Il désature un peu. Et il continue, il est à un index d'adéquation à 9. Donc on est passé de tout ça, suite à des mesures gynédiététiques, puis un traitement positionnel, on est arrivé d'un syndrome du sommeil sévère, un index d'apnée du sommeil de faible gravité, on est content. Ce qui est, alors, il n'y a pas ça, je vais vous montrer un cliché tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes à 2 par heure et on est passé à 16 par heure en décubitus non dorsal. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc ça, c'est les traitements positionnels fabriqués par les patients. Ouais. Ils sont capables de faire à peu près n'importe quoi, surtout dans ce cas-là. C'est vraiment pas bon. On évite. Voilà, ça c'est peut-être un peu. Alors, qu'est-ce que nous dit le congrès du sommeil 2021 sur les apnées du sommeil positionnel? Index d'adéquité inférieur à 5 en non dorsal, et index, donc sa définition, hein, et index d'adéquité en décubitus dorsal 2 fois supérieur au non dorsal. Les apnées du sommeil positionnelles sont très reproductives chez l'homme et sont beaucoup moins chez la femme. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. C'est stable dans le temps, sauf si on prend du poids, ou si on, hein, donc on a vu la personne qui avait un gros poids, elle avait un syndrome positionnel, on perd du poids, ça devient positionnel. C'est plus une bascule de l'épiglotte que la langue qui tombe. On a tendance à penser que c'est la langue qui tombe. Non, c'est l'épiglotte qui bascule. Et ce qui explique que les orthèses orthomandibulaires ne sont pas toujours efficaces, voire pas souvent efficaces. Les apnées centrales, y compris si jamais il y a de l'insuffisance cardiaque, peuvent être positionnelles. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un syndrome du sommeil positionnel que vous éliminez obligatoirement le caractère central des apnées. Ça peut être positionnel, les apnées centrales, y compris chez les cardiaques. Baisse de la CRF. Alors, qu'est-ce qu'on met comme traitement? On met plutôt des autopilotés. L'orthèse n'est pas toujours efficace. On fait souvent des traitements combinés, positionnels plus PVC. La chirurgie n'est pas meilleure que l'orthèse orthomandibulaire. Et la stimulation de l'hypoglosse sont des contre-indications.
Et il y a un nouveau traitement qui va sortir, qui coûte un peu cher, qui s'appelle 800 €. Ça s'appelle le Night Balance. Et en fait, c'est quand vous êtes sur le dos, ça vibre. Pour changer de position. Et ça, c'est fabriqué par Philips. Fabriqué par Philips. Les apnées du sommeil positionnelles, c'est quand même 25% des apnées du sommeil. Quand on utilise une balle de tennis, on baisse l'index d'apnée hypopnée en moyenne de 6. Quand on utilise le vibreur de type Night Balance, on diminue l'index d'apnée hypopnée en moyenne de 8. Quand on a un traitement moyen positionnel, la Night Balance a une observance supérieure de 1 heure par rapport à une TPC. Et c'est pas inférieur en termes d'efficacité. C'est pas 800, excusez-moi, c'est 600 €. Et en général, quand on fait une comparatif, les patients préfèrent ce type d'appareillage. Alors pourquoi est-ce que de temps en temps, on a l'impression d'avoir des apnées positionnelles en polygraphie, et puis que quand on fait le traitement sous traitement positionnel, on trouve des apnées en décubitus non dorsal. Et bien, vous avez ici l'explication typique. Vous avez ces apnées là qui surviennent quand il est sur le dos. Ici, vous avez des apnées qui surviennent, il n'est pas sur le dos. Hein, et voilà. Donc on avait l'impression au départ que c'était un syndrome d'apnée du sommeil positionnel. Et ça, c'est pas un syndrome d'apnée du sommeil positionnel, c'est un syndrome d'apnée du sommeil en sommeil paradoxal. À chaque fois, hop, qu'il fait ses apnées, c'est pas parce qu'il est sur le dos, c'est parce qu'il est en sommeil paradoxal. Donc c'est parfois, quand on fait des polygraphies simples, on peut avoir des erreurs en proposant, en disant tiens c'est bizarre, il n'y avait pas d'apnée du tout sur le dos, puis il y en a maintenant. Mais donc c'est pas vraiment des apnées positionnelles. Est-ce que la perte du poids est aussi importante que le traitement? Oui, par définition, pour tous les apnées du sommeil, perdre du poids, c'est toujours bien. Je vous ai montré un patient là, il en est passé de 32 à 17 quand même, hein, avec une perte de poids presque. Bruno, il a 56 ans, il est fleuriste en invalidité pour un accident vasculaire cérébral sur une malformation artério-veineuse, et puis il a une épilepsie secondaire. Il a aussi une polyarthrite rhumatoïde. Il prend du Lamictal, du Keppra, du Cortencil et du méthotrexate. Il est fatigué, il sommeille non récupérateur, il dort 14 heures par jour, il fait une crise d'épilepsie sévère tous les 3 mois, et puis de nombreux manques, des petites crises épileptiques plusieurs fois par semaine. Il est fatigué, cet homme-là, il pleure sa faim, et il fatigue sur à 9 sur les généalogies. Oh, il s'occupera, il a Lamictal, hein. Il a fait un AVC, hein. On lui fait quand même une polysonographie, et on trouve ça, à savoir un index d'apnée hypopnée à 38 par heure. On a notre diagnostic, il est apnéique, cet homme-là, il n'y a pas de souci, l'index on s'en fout. On le met sous PPC. Sous PPC, il fait sa machine 9 heures et 40 minutes. Pas de problème. L'index d'apnée hypopnée est à 0,3, on est content. Il ne fait plus aucune crise épileptique. Et on a même pu baisser son traitement antibiotique. Épilepsie et syndrome du sommeil, congrès du sommeil 2021. Le syndrome du sommeil impacte la qualité de vie et des crises des épileptiques. 26% des épileptiques ont un index d'apnée supérieur à 15. Il y a une échelle de dépistage qui s'appelle le SA-SDQ que je n'utilise pas, mais peut-être que les neurologues l'utilisent. Donc c'est une échelle de dépistage du syndrome du sommeil chez les épileptiques. Ce qu'il faut savoir, que vous ne savez pas, c'est que l'épileptique standard n'est pas plus somnolent que la population générale, avec les médicaments actuels. Et donc, comment est-ce qu'on fait une polysomnographie? Chez un épileptique qui a un EPR supérieur à 10, ou qui se dit fatigué, ou si jamais on est en pharmacorésistance, c'est-à-dire un épileptique qui est médicament. Il y a un nouveau traitement de l'épilepsie qui s'appelle la stimulation du nerf vague. On stimule le nerf vague et ça empêche l'épilepsie. Ne me demandez pas pourquoi. Par contre, cette stimulation du nerf vague, et lui il avait ça, peut entraîner une induction des cordes vocales et créer des apnées obstructives. Il faut le savoir. Et donc, en général, quand il y a la stimulation, donc c'est une sorte
pacemaker du nerf vague. On voit très bien sur l'électroencéphalogramme que tout d'un coup le jet est complètement sursaturé. Et à ce moment-là, survient l'apnée du sommeil. Donc c'est la stimulation du nerf vague qui peut entraîner les syndromes d'apnée du sommeil obstructif. Il faut le savoir. À ce moment-là, soit on arrête, on modifie les paramètres de stimulation de ce nerf, soit on peut proposer de l'utiliser. Donc il y a ces nouveaux traitements qui existent et qui peuvent induire des apnées obstructives. Autre chose intéressante, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication. Vous savez qu'on a 2 nouveaux médicaments éveillants qu'on va pouvoir utiliser, en tout cas en France, on peut les utiliser déjà ici. 2 médicaments éveillants qui sont le pitolisant et puis on a le sinusite Wakix. Bon, en l'occurrence, là, si il s'agit du pitolisant lumodional, il n'y a pas de contre-indication à leur emploi. Mais par contre, il faut les surveiller sur le plan psychiatrique, ils sont peut-être un peu plus fragiles que les autres. Et le pitolisant a peut-être une action anti-épileptique. Est-ce qu'on peut utiliser une orthèse thermomandibulaire chez l'épileptique qui fait des crises et qui fait des apnées du sommeil? La réponse est oui, si jamais il n'y a pas de crise généralisée. Mais moi, je préfère mon question. Cédric, il est chauffeur de bus. 118 par heure. On lui met sa VPC et il sort de la consultation avec un arrêt de travail. D'accord? Même ici, hein. C'est ce qu'elle a dit, il ne faut pas se mettre avec lui. Moi, je ne peux pas avec lui dans le bus. Il sort avec son arrêt de travail. Quelques notions sur la vigilance. Toujours au même congrès. Ah non, là, c'est le congrès CPLF22. Les accidents de la voie publique, c'est lié avant tout et surtout à la vitesse, à l'alcool, aux drogues et à la somnolence. Si jamais je dors moins de 6 heures, j'ai un risque d'accident de la route à 1,7. Si jamais je dis que j'ai un pas bon sommeil dans les 3 derniers mois, j'ai un risque d'accident de la route multiplié par 3. Et si jamais j'ai un syndrome du sommeil, en gros, on a un risque d'accident de la route multiplié par 2,6. Et alors la PPC, vous avez vu, c'est pas toujours efficace sur beaucoup de choses, hein. C'est pas efficace sur l'urgence rénale, c'est pas efficace sur l'admission cardiaque, c'est pas efficace pour l'hypertension, c'est pas efficace pour l'urine, c'est pas efficace pour... Hein. Mais en tout cas, c'est efficace pour les acteurs de la voie publique. Donc, c'est pour le fait qu'on a un truc qui marche, hein. On est content et on fait donc c'est une législation européenne, nous avons, hein. On est obligé d'adapter dans nos pays. Si j'ai mon incidence du sommeil supérieur à 15 et des symptômes, c'est une inaptitude à la conduite automobile. Si le traitement est efficace pour le syndrome du sommeil, et le traitement fait pendant 1 mois, on redevient apte à la conduite automobile. Le RS Task Force, à l'occasion de ça, rappelle qu'il n'y a pas de lien entre somnolence et index d'anxiété. Alors nous, peut-être que ça peut jouer aussi ces considérations juridiques chez vous. Mais en tout cas, il ne nous appartient pas, nous somnologues ou pneumologues s'occupant de l'apnée du sommeil, il ne nous appartient pas chez nous, en Europe, en France, je ne sais pas chez vous, de faire un certificat permettant la possibilité de conduire un véhicule déjà. Nous, on considère qu'on fait un certificat on constate qu'il est traité depuis tant de temps, il a un adresse d'application normalisé, j'ai fait un éclair, ce qui est normal, il me dit qu'il n'est pas somnolent au volant, et je m'arrête là. Et ensuite, c'est chez nous, soit les commissions de permis de conduire à la préfecture, soit la médecine du travail, qui dit vous pouvez avoir conduire, vous n'êtes pas conduire. Enfin, nous, on doit être. Enfin, voilà. Donc, voilà. J'avais tendance à dire qu'il y avait le droit de reconduire, mais en fait, c'est le droit de le faire. Le certificat initial, vous le donnez quand même. Alors, l'arrêt de travail, je le donne. Et le patient, il en fait ce qu'il veut. Le patient, il déclare ou il ne déclare pas son service de médecine du travail chez nous. Je ne sais pas si vous avez les mêmes médecines du travail ici ou pas. Probablement, quand on est chauffeur de bus ou chauffeur de car, il y a des services de médecine du travail pour donner des aptitudes, j'imagine. Donc voilà. Donc nous, on fait un arrêt de travail. Quand il y a une vraie somnolence au volant, etc., moi je fais un arrêt de travail. Le patient me le donne ou ne le donne pas, ça lui appartient, c'est sa responsabilité. Mais dans le courrier au médecin traitant, je me dis, il est somnolent au volant, j'ai fait un arrêt de travail et je ne fais pas que des années. Les tests de matière d'éveil, c'est un peu une obligation chez nous, mais il est
Mr. J. Il est 42 ans, il est professeur d'anglais, il est supporteur des Gallois, parce qu'il est anglais, il est Gallois. C'est en rugby, oui, c'est le rugby ici, c'est moins chez nous. Ouais. Il a un IMC normal. Les peurs à 10, une fatigue importante. Hein. Il n'y a pas toujours de corrélation entre les peurs et la fatigue. Donc il a un éplance normal, mais il est fatigué. 9 sur le VA, ça concerne beaucoup. Il n'est pas dépressif. Il a des troubles de concentration, de mémoire. Il a mal à la tête le matin, il fait des cauchemars. Il a fait une dépression en 2004. Il est jeune, il a 42 ans. Il a une polysonographie qui met en évidence un index de contenu à 42 par heure. Je lui mets une PPC, donc ça c'est un peu vieux, c'est en 2016, donc voilà, donc pendant un an il a une PPC, et puis il en a ras-le-bol de sa PPC, et il veut une orthèse. Alors, normalement, on dit classiquement que au-dessus de 30 appels par heure, on ne met pas en orthèse. C'est ce qu'on dit classiquement, parce qu'en moyenne, c'est plus de 50% les appels. Après ça, c'est pas toujours le cas, et des fois on a des bonnes surprises, surtout si jamais les gens ne sont pas trop forts, hein, si jamais ils sont pas en surâge pondéral, si jamais ils n'ont pas des grosses bases de langue, comme on voit souvent chez les Africains, par exemple, des grosses bases de langue, à ce moment-là, il en a marre de la PPC, je lui mets une orthèse, et bien on a pris, puisqu'il est passé à 2 par heure avec son orthèse dans son moment. Je revois Monsieur G avec une polygraphie de contrôle sous orthèse, IH à 2, une recompatible à 4%, la fatigue se score à 3, les céphalées matinales, les cauchemars se sont amendés. Donc on est content. Voilà Monsieur G. Il a une vraie tête de dame. Oui. Comment 2019. Donc 3 ans plus tard, il est de nouveau fatigué. Son épreuve se passe à 14, une fatigue se réhabilite. Je lui ai fait une polysomno, un index d'adémoté à 31 sous orthèse. Je ne peux pas avancer davantage l'orthèse du fait de douleurs ou des articulations mandibulaires. Pour mémoire, je n'avais pas supporté la PPC. Nous avons aussi un traitement positionnel car les AD disparaissent sur le décubitus dorsal. Bon, qu'importe. Le DT à 58 dans le décubitus dorsal, il n'a pas plus d'apnée, donc très bien. Je refais le point avec le patient dans 2 mois. Traitement positionnel non efficace, avec un éclair 19 et une fatigue acute. On reprend une PPC, ce d'autant que apparition d'un glaucome et trouble professionnel. Il est jeune, hein, il a 46 ans. 42 ans. Oui, 42 ans en 2016. Là on est il a donc 45 ans en 2019. PPC efficace, mais il la supporte pas. Il n'a pas une anomalie, on dirait qu'il n'a pas une rupture à ce niveau. Voilà, c'est ça l'histoire de cet homme-là. C'est qu'il a un rétrolunatisme important. Et bon, en 2021, il est devenu foncette, donc on supporte la même équipe de repli, on est content. Il a bénéficié accessoirement d'une chirurgie d'avancement mandibulaire en juin 21, et depuis, plus aucun signe fonctionnel, tout est rentré dans l'ordre. Et la polysonographie est superbe, puisque l'IH résiduel est à 4 par heure. Pour mémoire, l'IH initial à 41. Donc là, c'est avant et après sa chirurgie d'avancement. Et en plus, il est ravi. Il a gardé sa femme, il a pas divorcé néanmoins. Il est quand même très content. C'est elle qui l'a gardé. Comment? C'est pas lui qui l'a gardé, c'est elle qui l'a gardé. Il est devenu beaucoup plus beau, d'accord. Oui, il a vécu à partout d'un couple, un succès. Non. Et sa femme l'a gardé aussi. Alors quand on fait des chirurgies d'avancement mandibulaire, on fait systématiquement des stimulations, des simulations. Avant, après, votre visage va être comme ceci, va être comme cela. Il y a quand même un stress, on n'a pas la même tête. Hein. Pendant 40 ans, on a vécu avec une tête, et après on en a une autre. Donc il y a quand même une phase d'adaptation qui n'est pas toujours aussi évidente que ça. Donc il y a quand même des prises en charge psychologiques au départ, il y a des vraies expertises. C'est un bon traitement de l'apnée du sommeil, hein. Surtout chez les gens jeunes, il faut vraiment y penser. Chez les grands rétrognates, il faut vraiment y penser. Vous avez du sommeil des gens qui ont 25 ans, 28 ans, il faut vraiment y penser systématiquement. Non, mais est-ce qu'il a un rétrognatisme ou un prognatisme? Il a un Il avait opéré, il a avancé dans. Et on avance. On peut faire des chirurgies d'avancement uniquement du bas, parfois on fait des chirurgies d'avancement des deux. Voilà. Honnêtement, il faut
très spécialisés dans la chirurgie. Donc, je vous rappelle aussi que quand on met un patient sous orthèse ventriculaire, on fait une polygraphie pour contrôler qu'on est bien efficace. Ça, c'est 2010. La fréquence. Bon, on le fait au moins. Alors, moi, je le fais systématiquement une fois que l'orthèse est mise en place. Et puis, la durée de vie d'une orthèse, c'est 2-3 ans en général. Et à chaque changement d'orthèse, une fois que l'orthèse a été changée, je refais ma polygraphie. Donc, tous les 2-3 ans. On n'a pas d'autre moyen. Monsieur Léon B, je le vois en 2016, il est sous PPC depuis 2008 avec un IH à 39. Moi, je suis pour le PPCE. Et puis, le docteur X part à la retraite et donc il dit là, occupez-vous de mon sommeil, une semaine. Alors, je lui fais faire un questionnaire. Bon, malgré sa PPC, il a un Epworth à 19. Et je récupère les rapports d'observance, puis je vois un peu ce qui se passe. Donc un questionnaire complet, Epworth à 17, fatigue à 8, les questionnaires oxymétriciels sont négatifs, il dort 7 heures par nuit, il aurait eu une maladie de Lyme, 3 semaines d'antibothérapie, bon bref. Polysomnographie sous PPC, il a un IH à 19 par heure, alors oui, un somnolent sous PPC, des rapports d'observance convenables, on fait une polysomnographie sous PPC, ou si on fait un somnographe, une polygraphie sous PPC. Et donc un IH à 19 par heure à prédominance centrale. Un index de saturation à 20, j'ai toujours pas réussi à récupérer les relevés d'observance. Mais bon. Par ailleurs, l'ensemble des stades de sommeil est bien représenté, microfragmentation à 14 par heure, pas de montmotique de jambes. Je lui demande une IRM cérébrale parce qu'il est sur maladie de Lyme, il était fatigué, il y a des appuis centrales qui apparaissent sur une IRM cérébrale. Et je modifierai les réglages de sa PPC. Nous risquons de passer en servoventilation si le fait de mettre en pression constante ne suffit pas. Donc, apnée du sommeil central émergent sous PPC autopiloté, on est tous d'accord qu'on passe en constant dans un premier temps. Et on se donne 2-3 mois pour bien stabiliser des choses. Et en général, on se met à la P95, P90 ou un tout petit peu en dessous. Le fait d'avoir une autopiloté crée des variations de ventilation de la personne qui va se mettre parfois en hypocapnie, puis il va développer des apnées centrales. Donc, la première démarche, c'est de se mettre en pression constante, et puis on s'assure aussi quand même que sur le plan cardiaque, il n'y a rien qui soit apparu. Apparition d'apnée centrale, est-ce que sur le plan du cœur, ça va bien? Donc, ça va bien, parce qu'il y a eu le cardiologue 8 jours avant. Donc, à 12 ans constant, on est content quand même. Parce qu'on est passé à donc polysomnographie sous PPC, IH à 19. Je le mets en constant et on a un IH à 4 par heure. Donc, tout va bien. Alors, PPC constant à 12, IH à 4, index de saturation à 8. Bon profond, sommet profond, sommet paradoxal, tout va bien. Pas de montée de jambes, il ne ronfle plus. Et il est toujours fatigué somnolent en fait. Donc je lui ai fait des TIL avec un seul, donc les tests itératifs de latence d'endormissement. Et il s'est endormi une seule fois sur 5 tests, et l'endormissement est en 19 minutes. Donc les TIL non. Donc je n'ai pas d'apnée pour une hypersonie centrale. Il est possible que les symptômes ressentis soient donc en rapport avec. Donc il utilise sa PPC 5 heures quotidiennement, 4h54, je vois vraiment dépassé à 13, qu'importe, j'ai toujours pas d'apnée, je n'ai pas de respiration de Cheyne-Stokes, je ne sais pas si on aura le temps de le dire dans le cours de l'atelier. Là c'est sorti au dernier CPLF, il est impératif qu'une respiration de Cheyne-Stokes soit faite à 3%, sans quoi c'est vraiment un facteur prédictif de survenue de complications cardiovasculaires. C'est qu'il y a souvent un événement cardiaque qui est survenu, qui va survenir, insuffisance cardiaque, diastolique, systolique, tout vieux. Donc, il faut vraiment se méfier des respirations de Cheyne-Stokes sur nos rapports d'observance. Donc, voilà son truc. Donc, il a quand même pas mal de fuites dues à sa barbe et sa moustache. Mais ça ne dérange pas, et je n'ai pas de microfragmentation du sommeil. Voilà. Il me dit, sous circadien, je dors mieux quand même, hein. Merci beaucoup, c'est sympa. Mais Epworth 15, fatigue 6.
Je lui ai fait un bilan biologique un peu complet, est-ce qu'il n'a pas eu des problèmes de thyroïde, de cortisone, de trucs, machin, d'anémie, il a rien de tout ça. Donc là, on en est où? Là, on se pose quoi? Il n'est pas anxieux, il n'est pas dépressif, il dort mieux sous circadien, j'ai un syndrome du sommeil qui est corrigé. J'ai quelques fuites, mais bon. Mais il garde une fatigue diurne quand même. Pardon? Il garde une fatigue diurne là. Bah, il reste fatigué, hein. Fatigue 6 et peur 15, je ne conduis plus parce que je conduis au volant. La durée d'utilisation? Pardon? La durée d'utilisation de l'appareil? Excusez-moi. La durée d'utilisation? Il est 5 heures. 5 heures. Il est à 5 heures. On laisse comme Soit ça. régler les pressions. On a fait des deals, hein. On a fait des deals. Oui, 19 minutes. Vous avez La pression, il n'y a plus d'apnée, hein. On a fait une polysonographie sous PPC, il n'y a plus d'apnée. Je dis, c'est intéressant ce cas-là, hein, parce que sous PPC, il a encore plein d'apnées du sommeil, c'est des apnées centrales, qui paraissent sous PPC constant, il reste fatigué, il est insomniaque, on traite son insomnie, il est toujours fatigué. Et sur le plan organique, il n'y a pas Bah, d'exploration. le cœur, ça va bien, on a fait des bilans biologiques, ça va. Pour la dépression, il n'y a pas de problème. Questionnaire anxio-dépressif totalement négatif. L'interface? Changer l'interface? Hein? Non, il supporte bien, ça va. Nous avons débuté un traitement par sodium phétol à 37,5 et 75 mg si insuffisant. C'est le Sunosi. C'est quoi? Ce sont les médicaments éveillants. Ah oui. Je vais vous en parler, je vous ferai une petite synthèse ensuite. Je refais le point avec lui dans 15 jours. Monsieur B contrôlera sa pression artérielle régulièrement au domicile. Le seul franche contamination du Sunosi, c'est les événements cardiovasculaires conséquents dans l'année qui précède et l'hypertension artérielle qui peut se déstabiliser. Il faut être un peu prudent chez les patients psychiatriques. S'il vous plaît, quelles sont les autres causes d'un tilt bas? Alors les TIL peuvent, les endormissements dans des TIL, c'est toutes les. Alors d'abord, vous pouvez avoir des endormissements anormaux si vous avez des apnées du sommeil, enfin pour toutes les pathologies respiratoires du sommeil. Mais ça sert surtout à dépister les hypersomnies entre guillemets centrales, les pathologies du sommeil, les hypersomnies hypothétiques, les narcolepsies typiques. Et justement, en dehors de la narcolepsie, qu'est-ce que ça peut être? Le TIL, s'il est plus bas que la normale. Ça veut dire qu'il a tendance à s'endormir de façon pathologique. Parce qu'il y a aussi plein de gens qui vous disent je suis fatigué, je suis somnolent, vous leur faites soit des TIL, soit des TME qui sont strictement normaux. Ça, c'est encore un autre débat. En gros, ça sert à éliminer une hypersomnie centrale, une pathologie autonome du sommeil. Monsieur B, il est satisfait de son traitement en 37,5 mg de solriamfetol qu'il prend depuis 2 mois. Effectivement, diminution des siestes, mais les douleurs, ça ne va toujours pas. Il passe de 15 à 12 et une fatigue prégnante, on est à 6. Je lui avais dit que si jamais ce n'était pas suffisant, il fallait passer à 75, mais il ne l'a pas fait. Donc je lui ai dit, vous passez à 75, et les pleurs, c'est passé de 15 à 1, et il reste fatigué. Mais bon, ça il est pas mal. Alors, le solriamfetol, dit Sunosi, est indiqué pour améliorer l'éveil et réduire la somnolence. Alors ça, c'est des médicaments qui sont utilisés à la narcolepsie. Oui. Je vous en parle maintenant parce qu'on a, en tout cas en Europe, 2 AMM différents sur 2 produits. Indiqué pour améliorer l'éveil et réduire la somnolence excessive chez les patients adultes présentant un syndrome d'apnée du sommeil obstructif, un syndrome d'apnée du sommeil obstructif, dont la somnolence n'a pas été traitée de façon satisfaisante par un traitement primaire du SAOS, tel que la PPC. Donc, pour le Sunosi solriamfetol, l'AMM, c'est je suis fatigué ou somnolent, je fais bien mon traitement par PPC, malgré tout je reste fatigué et somnolent. Là, on a le droit, en sachant que sur des doses plus faibles que pour les narcoleptiques. Il n'y a pas de contre-indication particulière pour ce médicament? Hypertension artérielle instable, événement cardiovasculaire significatif chez plus de 6 mois ou 1 an. Et là, on a l'AMM, on a pas encore le prix pour le Voitix, qui est un médicament là encore utilisé pour la narcolepsie, ça s'appelle le pitolisant.
Et là c'est un peu une révolution quand même. Avis favorable au remboursement pour améliorer l'éveil et réduire la somnolence chez les patients présentant un syndrome de sommeil modéré à sévère et étant soit observant un traitement primaire, tel que la PPC, soit intolérant au traitement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir le droit de traiter, même si on ne traite pas de façon primaire le syndrome du sommeil, on va avoir le droit de traiter juste une somnolence. Ce qui veut dire quoi? Par exemple, j'ai 25 ans, je suis une jeune femme, j'ai 12 apnées par heure, je suis crevé. On aura le droit de se poser la question, je suis un jeune homme aussi, hein. On aura le droit de se poser la question de est-ce que j'impose une PPC à cette personne, est-ce que je mets une intervention mandibulaire à cette personne à 25 ans, voilà. Donc on aura le droit, je ne sais pas ce qu'on va en faire de ce droit, hein, mais c'est juste pour dire que, voilà, ça évolue comme ça. Ça ne risque pas d'aggraver son syndrome. Pardon? Ça ne risque pas d'aggraver son syndrome d'apnée des sommeils. Ah non, ce sont des médicaments éveillants, c'est pas des somnifères. Mais par rapport à son index d'apnée ça n'arrive bah ça joue pas dessus. Si on la branche pas. Mais au-delà d'aggraver ou pas le syndrome d'apnée de sommeil, c'est vraiment qu'on ne traite pas la cause avec toutes les conséquences. On l'a vu tout à l'heure, la relation épilepsie-syndrome, la relation maladie, avec toutes les conséquences du syndrome. On va traiter une conséquence, c'est pas la cause, c'est quand même un petit peu. Je vous dis que c'est un peu compliqué. Il y a après ça quelqu'un qui va être épileptique, qui va avoir des vraies comorbidités, qui va avoir, etc. Vous n'allez pas avoir ce discours-là. Mais c'est intéressant de se poser la question chez quelqu'un de très jeune, qui a un syndrome de sommeil modéré, qui n'a pas de gravité en termes d'index d'affectivité ou de désaturation. Ça peut être intéressant de se poser la question, finalement, est-ce que je donne un traitement éveillé? Après ça, moi, j'ai pas envie de donner pendant 30 ans un traitement médicamenteux, sur lequel on n'a pas non plus des reculs complètement. Donc je crois qu'il faut vraiment commencer par traiter la personne, et d'ailleurs, il faut être intolérant au traitement. Le problème, c'est l'intolérance. L'intolérance, ça veut dire l'intolérance primaire. Hein. Je ne veux pas d'orthèse, je ne veux pas de PPC, je ne veux rien faire. Est-ce que ça peut améliorer la qualité, indirectement, la qualité du sommeil, la nuit, puisqu'il éveille? Ça améliore surtout la qualité de l'éveil dans la journée. L'éveil le jour, d'accord. Mais indirectement peut-être, parce qu'il est bien. Peut-être. Il est bien actif le jour, donc il va s'endormir facilement. Paul, il a 63 ans, il est sous PPC. Il utilise 6h33. Il est quelle heure? Il utilise. Il est 6h30. Quand je m'arrête? Non. Je m'arrête quand vous voulez. Mais là, 6h30. Il a pas de fuite. Il a une poisson qui bouge bien. Il avait un syndrome du sommeil en 2013 avec un IH à 35. Et jusqu'en 2020, on est comme ça. On est content. Et en 2020, j'ai un IH à 15 et apparition d'apnée centrale 12 par heure. Il n'utilise plus que 2 heures. Il devient moins observant. Alors ça, c'est aussi un truc, hein, bon, c'est très bien, c'est quand les gens commencent à développer des apnées centrales, on sait qu'ils perdent de l'observance. Pourquoi? Parce qu'ils doivent trouver ça moins efficace, peut-être que les apnées centrales légères, etc. Mais en tout cas, cette type-là, comme c'est bien décliné, il n'a pas de fuite particulière, il est moins observant, et il apparaît des apnées centrales. Bon, on fait probablement un bilan cardio, probablement qu'on va le passer en mode constant. Ah, je vois en consultation M. Paul P. qui a développé des apnées centrales quand il était à la montagne, à 1700 mètres d'altitude, et qui a de nouveau présenté des apnées centrales depuis la coronaroplastie réalisée. Donc, effectivement, les gens qui montent en altitude peuvent développer des apnées centrales. Deuxième chose, il a eu une coronaroplastie et il a développé des apnées centrales. Est-ce que ça fait quelque chose? Mais on nous a dit dire que pas mal de personnes qui étaient sous PPC peuvent développer après des apnées centrales, je crois, un tiers des personnes. Et là, il se passe quelque chose de particulier. Mais la première fois, pendant 7 ans, il a une coronaroplastie, il va à la montagne, il a des apnées centrales, il a sa coronaroplastie, il a des apnées centrales. Comment?
l'altitude à l'hypoxie. Alors, sur les apnées centrales à la montagne, c'est bien évidemment les phénomènes d'hypoxie, d'hyperventilation et d'hypocapnie, donc ça développe cette centrale. Mais là, il est redescendu en pleine pour faire sa coronaroplastie. Le temps que... Non, ça va. Alors, il a bénéficié de places de stent actif. Son traitement comporte thyroxine, aspirine, brilique, Vopril, statine, bisoprolol et trinitrate. Quand il est parti à la montagne, IH a été fortement pathologique à voire 20-40 par heure. Ses apnées ont disparu quand il est redescendu en pleine. Ça, c'était mon courrier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fatigue? Il n'avait pas ce traitement. C'est l'équivalent. Il n'avait pas ce traitement. Voilà. Qu'est-ce qui, dans ce traitement, entraîne très fréquemment des apnées centrales? Le brilique. C'est l'équivalent. Les apnées centrales antérieurement étaient en rapport très probablement avec le brilique. Actuellement, le glucosides sont satisfaisants, pour 3 à 10 par heure, donc on a arrêté le brilique. Après, il faut faire du cardiologue, bien évidemment. Voilà. Donc le brilique, voilà, c'est juste pour vous dire que c'est un anti-agrégant. Ça se met en place pour les stents actifs et surtout, on ne l'arrête pas nous. Il fait des apnées centrales qui veut, mais on n'arrête pas le brilique. Voilà. C'est un autre. C'est comme la vie. C'est pas Plavix, c'est Brilique, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas Xarelto, c'est Brilique, ça Paul P, arrête du Brilique, index d'hypopnie à 3. Voilà, on est content. Ah, ça. Je sais pas, on n'a pas du temps. On continue un peu. C'est le dernier cas clinique. L'Assemblée générale à 19. Ah oui, donc c'est le dernier cas. 17, on a 17 Un quart. Ulysse. Le redit comme Ulysse a fait un long voyage. 67 ans, cancer de prostate, diabète, type 2, hypertension, insuffisance cardiaque, isogé, hormonothérapie, triatec, glucophage, taor. Dernière fraction d'éjection est à 45%. Apnée selon son épouse, dans un climat de neuropathie et de fatigue, il se lève 2-3 fois la nuit pour faire pipi. Epworth à 0. Fatigue importante scorée à 7 sur le schéma visuel analogique, mais il est insuffisant cardiaque. Ils sont fatigués, les autres cardiaques. Et on fait une polygraphie, et on a un index d'hypopnie à 79 par heure. Et les apnées sont centrales, 34 obstructives, 373 centrales. Alors déjà, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Alors, sur les apnées centrales, déjà sur les apnées centrales, quelle que soit l'origine des apnées centrales, jamais, enfin, pas d'autopiloté. Il y a un mode de ventilation qui est formellement contre-indiqué. C'est la vie unique. Pardon? L'autopiloté. L'autopiloté, c'est pas indiqué. Pour toutes les apnées centrales. Bon. Alors, on fait ça en pratique. Alors, les apnées centrales, c'est très compliqué. D'abord, on se trompe très souvent. Là, il est insuffisant cardiaque, machin, ça. Mais quand on n'a pas de contexte clinique, il faut quand même savoir que le gold standard pour l'apnée centrale, c'est la pression œsophagienne. Il faudra que vous veniez à Djerba, dans des jours, on va faire un atelier sur la polygraphie. Bon, oui, venez. On fera l'année prochaine ici l'atelier sur la polygraphie. On se trompe souvent pour caractériser les apnées centrales. Le gold standard, c'est la pression œsophagienne. Les sangles, ça se trompe dans 30-40% des cas, de même les capteurs de pression suspendue. Donc parfois, quand vous avez l'impression que ça ne va pas avec la clinique, vous pouvez essayer une PPC autopilotée, vous mettez des fourchettes un peu étroites, il faut vous assurer qu'il n'y a pas d'effet cardiaque, ceci, cela. Optimiser vous faites une PPC autopilotée, vous regardez comment ça réagit. Et ça se trouve, c'était des fausses apnées centrales. Et ça, il faut faire un atelier de polygraphie là-dessus. Bon, là en l'occurrence, ce ne sont sûrement pas des fausses apnées centrales. Et il en a beaucoup. La saturation sous l'eau est à 93%, 96-97 quelques manœuvres d'hyperventilation. Donc, pas de PPC autopiloté, c'est pas indiqué en général.
Et surtout pas de cerveau-ventilation. Hein. La cerveau-ventilation est... Pas de cerveau-ventilation en premier. Contre-indication formelle, insuffisance cardiaque plus apnée centrale, contre-indication formelle à la cerveau-ventilation. Mais je ne sais pas si on va aller, je vais aller vite, parce que je ne parle pas des apnées centrales, c'est vachement important. Alors, première chose à faire déjà, quand on a des apnées centrales chez les infants cardiaques, c'est ça retourne chez le cardiologue. Oui, parce que la chambre de Et donc, il refait l'expertise cardio, et effectivement, sa fraction d'éjection est passée de 45 à 34%. Donc, elle a baissé en plus. Elle a baissé. Donc, première chose à faire pour les apnées centrales chez les cardiaques, c'est on va chez le cardiologue et on optimise la traitement quand c'est possible. Comment? Cette cerveau-ventilation, attendez, pour ceux qui vont vouloir rester, je leur dirais, j'avais terminé, je vais dire deux choses sur les apnées. En pratique, la première chose à faire par rapport à sa centrale est la possibilité ou non d'optimiser la fraction d'éjection. Je revois M. D après une nouvelle expertise cardiologique prévue prochainement. Je prévois gazométrie et UFR, systématiquement par gazométrie. Je revois consultation sur lequel le traitement visé cardiologique a été optimisé par le docteur. Je n'ai pas la nouvelle F9. Sur le plan fonctionnel respiratoire, ça va bien. Sur le plan gazométrique, on a ce qu'on attend. Sur une assurance cardiaque et une apnée centrale, on a une hypocapnie. Donc, ça a été contrôlé, a été optimisé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On recontrôle l'enregistrement du sommeil une fois que le traitement a été optimisé. Logique. A noter que, même si jamais je lui propose, il ne veut pas de ventilation non invasive. Il ne veut pas de PPC. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais je ne veux pas de ce truc. Donc, je lui recontrôle et on est passé de 79 à 46 apnées par heure. Donc, c'est mieux, mais c'est quand même toujours pas génial. Et on a toujours 187 apnées centrales. Donc, classiquement, qu'est-ce qu'on peut faire chez ces gens-là? C'est les mettre en général sous PPC en mode constant. Ça améliore les trucs hydriques au fond de la gorge, ça améliore le subodèle pulmonaire. Voilà. Et on commence avec des pressions très faibles, 7-8 cm d'eau, on prend son temps et on fait une surveillance hémodynamique pendant au moins une heure, un quart d'heure. On s'assure que la pression artérielle, sous le mode constant, ne baisse pas de plus de 10 minutes. D'accord? Ça c'est très important, oubliez de noter cette chose. Donc c'est ça qu'il aurait fallu proposer à ce patient, mais il ne veut pas de ça. Il ne veut pas de PPC. Donc il y a un truc auquel on ne pense pas toujours. Donc ça reste toujours à 34%. L'IH passe de 79 à 46, 3 quarts centrales. Il refuse la VNI. Et donc, je lui propose une oxygénothérapie nocturne. Il faut savoir que ça peut marcher, ça. Avant, après oxygénothérapie nocturne, il est hypocapnique, on ne risque rien. Il y a quand même moins d'apnée. Pourquoi vous avez mis Même si PAO2 était à 82. On est passé de 47 à 31 apnées par heure en février 21. Et en février 22, on est à 15 apnées par heure. Pourquoi vous avez mis Sous oxygène. À quelle personne? Mais à la gazométrie, il avait l'hypocapnie avec PAO2 qui était à 82. Oui, mais il désaturait beaucoup de patient. Oui, il passait 30%. Il désature énormément. D'accord? Donc normalement, l'indication référentielle, c'est PPC en mode constant, et on voit ce qui se passe. Et c'est important de traiter leurs apnées du sommeil, parce que les gens cardiaques, les apnées centrales, ils ont une surmortalité de 6 à 7, si j'ai mal fait. Il y a des gens qui ne supportent pas la PPC, soit sur le plan hémodynamique, soit qu'ils n'en veulent pas, et l'oxygénothérapie, et ça fait partie des textes, on n'y pense pas toujours, et c'est parfois plus facile aussi. L'oxygénothérapie est un traitement potentiel, pas systématique, de l'apnée du sommeil centrale. Et pourquoi? Parce que le cœur, il souffre. Les apnées du sommeil central, elles sont dues à l'hypocapnie, là. Hein. C'est même s'il n'y a pas de désaturation. S'il y a pas de désaturation. Parce que comme il se prend un arrêt respiratoire sur l'hypocapnie, l'oxygène va baisser. Et comme l'oxygène va baisser, son cœur va souffrir.
Et donc, voilà. Et au fur et à mesure, et en prenant son temps, et finalement, on arrive à ça. Donc c'était juste pour dire que c'était une alternative. On ne pourrait pas lui proposer de dormir en position semi-assise. Why not? On n'a pas compris un gazon par hasard. Alors attendez, sur la centrale. Alors, je termine avec ça. Rythmicité de Cheyne-Stokes sous PPC, servo-ventilation, SAS centrale émergente, congrès sommeil 21 en 5 minutes. Les rythmicités de Cheyne-Stokes sur les rapports d'observance. Donc c'est une petite étude française là, qui a été faite, qui est vachement intéressante. Donc quand est-ce qu'on observe l'apparition de Cheyne-Stokes, surtout chez les gens âgés? Alors là, c'est pas les apnées centrales, hein. Enfin, c'est un phénomène d'hyperventilation centrale, hein. Mais là on n'est pas sur l'apnée, on est sur la rythmicité de Cheyne-Stokes. Patients âgés, comorbides, souvent les masques faciaux, souvent quand il y a des fuites, on essaie de corriger les fuites. Et si jamais il y a un index des résiduels élevé, ils font des apnées, ils se mettent à hyperventiler, ils boum après l'apnée, donc ils se mettent en hypocapnie, etc. Alors, c'est un fait que le fait d'avoir 3% de la nuit en rythmicité de Cheyne-Stokes, c'est-à-dire 15 minutes, est un facteur de risque de survenue d'un événement cardiaque significatif multiplié par 6. Donc c'est majeur. Ce sont les troubles du rythme, c'est les insuffisances cardiaques diastoliques ou systoliques. Donc, et surtout d'ailleurs, insuffisance cardiaque diastolique, troubles du rythme, je vais le définir, après je le comprends pas. La servo-ventilation. Donc c'est la grande étude SERVACE-F qui nous a dit que dans les insuffisances cardiaques, la fraction d'éjection altérée, par exemple, la servo-ventilation, qui est donc une ventilation qui s'adaptait aux variations de ventilation de la personne. Donc c'est servo-ventilation adaptative, donc ça stabilisait la respiration. Les apnées centrales, on a chez les gens cardiaques, la respiration est très. Je mets ma hyperventilée, puis j'arrête d'hyperventiler, du coup je me mets en désaturation. Quand je me mets en désaturation, je me remets à respirer très fort. Donc je me mets en hypocapnie, donc j'arrête de respirer. Donc l'idée c'était de stabiliser la respiration, arrêter les alternances hypoventilation et hyperventilation. Donc ça s'appelle de la servo-ventilation. Et donc SERVACE-F nous a dit, quand j'ai une fraction d'éjection altérée et que j'ai des apnées centrales, si jamais je mets une servo-ventilation qui corrigeait parfaitement bien les apnées, eh bien on a une surmortalité importante des gens. Donc la servo-ventilation est contre-indiquée. Cette ventilation d'adaptation est contre-indiquée chez les patients à la fraction d'éjection altérée. Mais avant cette étude-là, quand même, les gens à qui on mettait des servo-ventilations, dans 85% des cas, ils avaient une bonne fraction d'éjection. Dans 30% des cas, c'était les insuffisances cardiaques diastoliques. Dans 40% des cas, c'est les syndromes d'apnée du sommeil centraux émergents sous PPC. C'est les gens qui ont des apnées obstructives, on les met sous PPC, apparaissent des apnées centrales, et on les met en constant, et malgré le fait de passer en constant, les apnées centrales persistent. C'est donc un syndrome d'apnée centrale émergent. Et donc 40% des cas, c'était ça, et dans 15% des cas, c'est des gens, on ne sait pas pourquoi, ou alors ils ont des AVC. Et finalement, la fraction d'éjection altérée, c'était une minorité de patients. Alors, étude FACIL-BA, c'est le syndrome d'apnée du central. Donc c'est une étude qui a été faite en France, là encore. C'est un SAS central avec une fraction d'éjection convenable. 34 centres, 542 patients, et ce qu'on jugeait, c'est la qualité du sommeil. Donc quels étaient les patients qui étaient inclus? 30% d'insuffisance cardiaque diastolique, 25% des émergents, 25% primitifs, on ne sait pas, 25% de haut, 5% iatrogène. Donc, dans tous les cas, quand on traite ces apnées du sommeil central, on améliore de façon notable la qualité du sommeil. Extrait d'étude Prélivarus. SAS central émergent, par définition, pas de cause à la sonomie des apnées centrales. Se résout spontanément dans 50% des cas, il faut savoir prendre son temps. Le risque, c'est augmentation de la fréquence des règles de traitement. On a vu ce patient qui était bien observant avec des apnées centrales, il est passé de 5 à 2 heures d'observation. Et c'est finalement pas très fréquent, c'est 3% des SAS. Le facteur de risque de l'éphéonie de ces SAS centraux, c'est les antécédents d'AVC, un IH important central au départ,
Pour eux, les fuites, c'est pas un facteur d'apparition d'apnée centrale, et pour eux, l'autopiloté, c'est pas plus un facteur d'apparition. Quand ça survient, dans 31 patients, je ne sais plus combien, 17 fois c'est une résolution spontanée, 4 persistent surtout en autopiloté, et il faut prendre en charge les apnées centrales si il y a un index d'acuité supérieur à 10 ou 15. Voilà. Puis on va s'arrêter pour... C'est pas mal. Voilà.